Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés, plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Patrice Soudy, ancien directeur général des Mutualités de l'Indre et le patron actuel de l'Equiden, ce marathon par équipe si populaire dans la cité Castelroussine. Avec au départ une éducation tournée vers la réussite, le travail, le goût de l'effort, Patrice évolue tout au long de sa carrière. Attiré par l'optique, il commence son parcours dans des magasins d'optique à Issoudun, puis à Châteauroux. Puis il convainc sa hiérarchie d'ouvrir un service proposant des lentilles de contact. Il y apprend à répondre aux besoins sur mesure du client. Au gré des promotions internes et des fusions départementales, Patrice accédera à la direction générale pour développer tous les panels de la mutualité. Dentaire, pharmacie, crèche, sanitaire, maison de retraite, handicap, sur une centaine de sites, avec environ 1500 salariés. Le temps de la retraite, mot qu'il n'aime d'ailleurs pas beaucoup, ayant sonné, il décide de ne pas s'arrêter et de prendre la direction de l'Equiden, ce formidable événement sportif regroupant plus de 2000 coureurs et 150 bénévoles. Dans cet épisode, on parle de la confiance au travail, de la gestion des égos, des différences de management entre salariés et bénévoles, mais aussi de course à pied, de la vallée verte et du modèle économique de l'Equiden. Je vous conseille vraiment d'écouter le podcast jusqu'au bout pour découvrir une description des routes du sud de l'Indre, pleine de poésie. Allez, je laisse place à notre conversation et vous embarque à la rencontre de Patrice Soudy, un coureur solitaire qui aime le partage. Goodberry, c'est parti. Bonjour Patrice. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de t'accueillir en tout cas. Merci de m'avoir invité. Bien sûr, on va revenir sur l'Equiden, tu t'en doutes. T'es coureur, toi ? Coureur, oui, depuis des décennies déjà. Dans les années, on va dire 75, j'ai commencé à courir. C'est quelques années. Et puis régulièrement, à partir de 35 ans, j'ai commencé les marathons, où je cours régulièrement. Toujours ? Toujours, je suis... alors, j'aime pas dire retraité, parce que le terme me gêne. Je suis dispensé d'activité professionnelle pour bon service rendu à la nation, à l'économie française, on va dire ça comme ça. Mais je m'occupe évidemment, et j'ai pris en charge l'Equiden, mais ça me laisse bien sûr du temps pour m'entraîner. Globalement, en ce moment, je fais 4 à 5 entraînements par semaine, soit entre 50 et 60 km d'entraînement en course à pied. Ce matin, j'ai fait 13 km avant de venir te voir, tu vois. Ah, c'est bien. Et puis quelques sorties vélo aussi. Voilà. Donc là, je suis rendu, depuis le début de l'année, environ 2000 km vélo, 2000 km course à pied. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour un vieux de 66 ans passé. Voilà, ça me permet de tenir une forme et un poids de jeune homme quasiment. Génial. Un poids de 20 ans. Génial. Quel est ton meilleur souvenir sportif ? Mon meilleur souvenir sportif, c'est le marathon de La Rochelle. Je ne te dirai plus la date exacte parce que je suis pas très fort à situer dans les temps des événements. Mais j'avais aux alentours de 45 ans et j'ai fait 3h08. C'était mon meilleur marathon. Donc j'étais très très content parce que c'était vraiment pour moi, j'en avais fait pas mal qui étaient, j'ai commencé à 3h30, 3h20, 3h15 et je voulais essayer de tomber entre 3h10 et 3h. Je savais que la barre des 3h en dessous n'était pas dans mes capacités physiques déjà. Pour l'entraînement, je travaillais, c'est compliqué. Et puis physiquement, chacun a un potentiel. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu que j'étais en 3h08 passé, j'étais en dessous de 3h10, j'en ai pratiquement pleuré parce que j'étais vraiment très très content d'avoir pu réaliser ce que je souhaitais en fait. Ouais. Est-ce que tu as un truc, toi, à quoi tu penses quand tu cours ? À quoi je pense quand je cours ? Alors déjà, la course pour moi, ça a été mon médicament. On va dire ça comme ça, il ne coûte pas cher à la Sécu. C'est-à-dire, durant ma carrière professionnelle, je ne me suis jamais arrêté une journée. Alors, ce n'est pas un exploit, j'ai de la chance, j'ai le physique, peut-être le physique qui m'a été donné par nature, et tant mieux qui me permet ça. Mais aussi, le fait de faire du sport régulièrement m'a permis d'être une soupape, de pouvoir purger et le corps et l'esprit, ce qui m'a permis d'avoir un équilibre, malgré que je travaillais beaucoup, avec des placements, tout ça, pour garder cet équilibre qui a fait en fait que j'ai été épargné par les soucis de santé. Et c'est vrai que lorsque je courais, souvent le week-end, en particulier sur les sorties un peu plus longues, le samedi ou le dimanche, par rapport aux soucis professionnels, par rapport à ce que j'avais à faire, souvent puisque je devais souvent parler en public, souvent j'ai écrit dans ma tête les discours que j'allais faire, au moins des phases, des trames. Et je rentrais, je mettais ça noir sur blanc et hop, et c'était parti. Et souvent, je ne revenais même pas dessus en correction. Donc souvent, j'ai beaucoup soit résolu des problèmes, soit
réfléchi à des solutions que je devais trouver pour certaines choses, soit éventuellement, voilà, parce que j'avais une réunion, une rencontre avec l'ARS, le conseil départemental, je m'adressais au conseil d'administration, à une réunion avec les salariés, voilà, donc je préparais dans ma tête les éléments que j'avais à dire, les messages que j'avais à faire passer. Mmh. Ça permet de prendre du recul, tu penses ? Ça permet de prendre beaucoup de recul, tout à fait. Et puis quand on a fini, on est posé, on est détendu, on est serein. Vraiment, moi quand ça m'est arrivé de faire ma journée, d'aller courir le soir, une fois quand je restais à Tours à l'hôtel, je repartais après des fois au bureau. Alors le bureau était à 100 mètres, hein, d'accord, mais je pouvais recommencer, pas une journée complète, mais je pouvais retravailler 2 heures facilement, parce qu'en fait, voilà, quelque part ça me reposait, ça me nettoyait, ça remettait la machine en route. Ok, super. Et tu courais plutôt en solitaire ou en Alors groupe ? c'est vrai que je n'ai jamais couru dans un club. Parce que j'aime bien ma liberté, j'aime bien pouvoir faire ce que je veux quand je veux, pas être contraint à des horaires. Et c'est pour ça aussi que la course à pied a été un sport pour moi providentiel, entre guillemets, dans le sens où, écoute, un short, un maillot, une paire de baskets, c'est pas bien lourd dans un sac. Et où tu vas, quand tu veux, tu chausses et tu y vas. 1 heure, 1 heure et quart, 3 quarts d'heure, voilà. Et le plaisir est toujours le même. Alors en sachant qu'il y a des jours où ça se passe mieux que d'autres, évidemment. Toi, j'ai couru mardi, j'ai fait 15, j'ai souffert pendant les 15, j'ai jamais trouvé mon rythme, j'étais mal, je suis rentré, je dis oh là, je suis mal, ça n'a pas été bon. Et ce matin, j'étais sur un pied nuage, c'était super. Voilà, c'est les aléas, mais voilà, mais il y a quand même toujours du plaisir dans ces moments-là. Et tu cours où ? Alors là, à Châteauroux, écoute, on a la chance d'avoir quand même une grande prairie bien verte, Belle-Île en ville. Hein. Moi, j'habite rue de Strasbourg. C'est 1 kilomètre à pied en descendant par la rue du Colombier. Donc, je plonge le jardin public. Et puis là, je m'en vais sur des halls, je m'en vais sur l'hippodrome. Et voilà, souvent, je cours. Voilà, c'est mon terrain de jeu, quoi. Tu trouves des parallèles, toi, entre le sport et notamment la course à pied et l'entreprise ? Alors, des parallèles, oui, je pense qu'on peut en trouver assez facilement entre l'entreprise et le sport. Oui, parce que je crois que le sport, c'est quelque part être humble. Quelque part, c'est être solidaire des autres, souvent. C'est le respect aussi du concurrent. Et c'est aider quand on peut, éventuellement. D'accord, aider par son savoir, pour l'entraînement, pour des choses comme ça. Aider en course aussi, quand les gens, c'est dur pour eux, voilà, pour les accompagner. Voilà, donc je pense qu'il y a des valeurs qu'on peut retrouver. Hein, parce que le monde du travail peut être aussi très dur. Hein, le monde du sport aussi, d'ailleurs. mais il y a quand même des valeurs qu'on peut retrouver. Et je trouve quand on aime partager, quand on aime les gens, parce que tu vois, moi je suis solitaire, je cours. Je ne suis pas dans un club pour ne pas avoir de contraintes d'horaire, parce que de toute façon c'était compliqué avec mon travail. Mais par ailleurs, j'aime bien quand je vais à Belle-Île, et voilà, je suis tout seul, j'arrive, puis hop, à force on se connaît, on rencontre un tel, on fait un bout de chemin ensemble, on partage, on dit trois mots, on discute, et hop, on passe à autre chose. Voilà, donc c'est aussi ces rencontres, c'est aussi des moments agréables de partage avec les autres. Tu es originaire du Berry, toi ? Non, pas du tout, mais pas très loin. Je suis Bourbonnais, je suis Molusonnais. Je suis né à Molusson, j'y ai vécu ma jeunesse et mon adolescence, et je suis arrivé à Château en 72. Pour le travail ? Pour le travail de mon père. C'est mon père qui est venu s'installer à Château. Ah oui, il faisait quoi ? Il était opticien, comme moi je suis devenu ensuite. Donc tu étais opticien avec un magasin ? Alors moi j'étais opticien, voilà, avec un magasin, mais je n'ai jamais été opticien à mon compte, en privé. C'était une franchise ? C'était le secteur mutualité. Ok. Donc moi je travaillais dans la mutualité de l'Indre à l'époque, dans le 36, d'accord, ce qu'on appelait les centres optiques mutualistes. Et j'ai commencé en 78 par appartenir à être responsable du magasin et de moi-même, parce que j'étais le seul à me manager, à Issoudun, place Sainte-Barbe. Voilà, c'est là que j'ai commencé mes premières armes dans l'optique, pendant 3 ans, avant de venir à Châteauroux. D'accord. Comment tu qualifierais ta jeunesse ? Je ne sais pas si j'aurais envie vraiment de revivre ma jeunesse. Voilà. Parce que j'ai eu une jeunesse qui n'est pas une jeunesse terrible, mais bon, j'ai d'un milieu modeste plutôt, voilà, mais ce qui n'a pas de problème, j'ai jamais manqué de rien à manger. Mais bon, voilà, ma mère tenait les comptes quand même, enfin, on n'était pas dans l'aisance. Hein, donc je partais pas en vacances, pratiquement. J'avais une éducation paternelle assez rigoureuse, très rigoureuse, on va dire comme ça, assez catholique, très pratiquant. Encore, donc j'ai subi, entre guillemets, cette éducation-là. J'étais enfant de cœur jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà, donc... Tu le regrettes, ça ? Non, je ne le regrette pas. On peut pas regretter des choses. Non, ça m'a appris des choses, ça m'a permis de faire des choix dans la vie ensuite, hein, bien entendu. Non, je ne le regrette pas. Mais l'éducation était rigoureuse. Alors par contre, c'est mon père qui m'a donné ces valeurs de l'effort, du travail, de la réussite et du sport. Parce que j'ai commencé avec lui à faire du vélo, il faisait du vélo. Et toi, à titre d'exemple, à 14 ans, je partais sur un vieux biclou avec lui, avec un petit sac pour avoir le minimum d'affaires. Et je suis allé voir mes grands-parents, puis ils étaient à Nantes en 2 jours. Molusson,
Poitiers, première étape. Poitiers-Nantes, 400 km en 2 jours à 14 ans. Voilà. Effectivement. Ça m'avait un peu rincé. Et j'ai fait le retour aussi. Hein. Ça m'avait quand même rincé. Mais toi, c'est pour montrer voilà, voilà, cette chose, l'indication que j'ai eue. A fait une indication un peu. Alors, ça, c'est une indication qui ne me pose pas de problème parce que, bon, apprendre le goût de l'effort, apprendre des valeurs, je pense que peut-être qu'on pourrait le faire plus aujourd'hui. Par contre, il y avait une déviance quelque part, c'est sur l'éducation rigide, qui est différent. D'accord, l'éducation rigide. Et mon père, bon, là, l'éducation rigide, donc. Quand les autres allaient à l'école et n'avaient plus de blouse, moi je devais porter la blouse. Quand les cheveux longs sont arrivés, moi j'étais obligé de me couper les cheveux très courts. Enfin voilà, j'ai toujours en décalage avec en fait les autres. Et c'est pas toujours facile d'être en décalage avec les autres, sauf avoir une très forte personnalité, ce que je n'avais pas, je pense à cette époque-là. Sans être un mouton, c'est quand même bien quelquefois de vivre dans son temps et pas à côté de son temps. Et à cette période-là, tu as un métier de rêve en tête ? Oui, je voulais être vétérinaire. Oui, je suis très proche du monde animal, c'est vrai. Voilà, j'ai même 3 chats à l'heure actuelle. J'aime le contact de l'animal, sa chaleur, voilà, les sensations. Et c'est les études qui t'ont topé ? Alors non, j'ai pas fait les études de vétérinaire parce que, dû à cette éducation un peu rigide, je suis tombé un peu en conflit quand même avec mon père. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Et donc à un moment donné, quand j'ai vu que arriver dans les années donc, de lycée, où il fallait faire des choix, je ne me suis pas senti le courage d'entamer des études longues, qui étaient très longues à l'époque, en étant dépendant économiquement, alors que je n'étais pas du tout en phase avec, en fait, les vies. Sa vie à lui, qu'elle concevait pour moi, et la mienne, que je concevais pour moi aussi, bien entendu. Et donc, j'ai préféré faire des études plus courtes pour pouvoir être plus rapidement indépendant économiquement et vivre ma vie plus libre. Et suivre sa voie, du coup. Alors, suivre sa voie, c'est vraiment un hasard. Parce qu'en fait, quand j'étais en terminale, quand j'ai donc fait le choix de ne pas faire des études trop longues à cause de ça, en plus, je ne suis pas sûr que j'aurais été pris, d'ailleurs, dans l'école de vétérinaire, qui est une école très sélective, hein, même si je n'étais pas un élève surdoué, j'étais un élève moyen. J'avais donc décidé de faire des études courtes, donc de style BTS. Je ne voulais pas faire l'IUT parce que l'université, enfin, j'ai besoin d'une école, moi, pour qu'on me pousse un peu. Et j'avais fait une demande, en fait, pour être soit dans l'exploitation forestière, soit dans la protection des eaux, soit dans la production végétale. Voilà. Donc j'ai fait 3 demandes, et ces 3 demandes-là, ça passait par lycée agricole. Il a fallu que je fasse un bac D' à l'époque, c'est très ancien, ce que je te parle là. Ça ne parle plus à personne. Mais si, à moi. À toi. Et c'était mieux, voilà, sortant en bac C, ils m'ont répondu que voilà, ça ne correspondait pas, et je n'ai donc pas été pris. Et donc comme je n'ai pas eu ça, j'avais fait une demande pour faire un BTS d'optique. Voilà. Suite à mon père, je vais quand même travailler avec lui, j'ai fait des stages, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose. Et puis il s'avère que comme ça, donc en fait, ça s'est fait par défaut. Mais comme je suis quelqu'un qui s'intéresse facilement aux choses, voilà, par le moment que ça a été dit, ça a été fait. C'était la voie des choses. Pas mis en cause. J'ai pris mon baluchon. Je suis parti dans le Jura à Moret, là où il y a l'école d'optique. Et j'ai fait mes 2 années de BTS, voilà, qui m'a permis de rentrer dans la vie active sans aucun problème. Et je me suis intéressé à ce métier-là. J'y ai pris même goût. Voilà, aucun problème. Parce qu'en fait, quand les choses se font, je ne suis pas du style à lutter contre volontairement. Voilà, je suis du style plutôt voir quel parti pris positif je peux en tirer. Et en fait, je trouve toujours de l'intérêt dans les choses. Je trouve que les gens ne savent pas souvent trouver l'intérêt dans les choses. Ou alors ils switchent trop vite. Ou ils switchent trop vite. Et il n'y a pas d'école plus près que le Jura ? Eh bien, écoute, il n'y avait pas beaucoup d'écoles à l'époque. Hein. C'était d'abord que masculin, pratiquement. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Certaines, il y en avait une à Paris, mais à Lille, ce sont des écoles privées. Assez cher, qui était plus fait pour des fils d'opticiens établis, on va dire comme ça. Et la seule école d'État, qui était dans un lycée d'État, c'était dans le Jura, qui est en fait le berceau quand même de la lunetterie, il faut le savoir. Hein. Le Jura, c'est le berceau de la lunetterie, de l'optique en général. Enfin, c'était dans les années 76, 77, quand j'ai fait là-bas, ça a duré un peu, et après, c'est devenu, comme dans beaucoup de parts d'industrie, plus rien, puisque tout a été soit externalisé en Chine, beaucoup chez les Italiens aussi. Donc, tu avais un magasin ? Donc, à Châteauroux, après, il y avait c'était le magasin rue de la Poste, 80 rue de la Poste, voilà, qui était un magasin. Donc, là où quand je suis venu dans ce magasin-là, en fait, j'ai pris en charge la partie contactologie. Parce que moi, dans mes études, j'avais fait un complément qui s'appelait l'optométrie et la contactologie. Ça m'intéressait. Et donc, dans l'entreprise Mutualité de l'Indre, qui avait donc 2 magasins à l'époque, un à Châteauroux, un à Issoudun, moi, j'ai fait rapidement le tour de celui d'Issoudun où j'avais été embauché initialement, qui était donc en fait le métier d'opticien dans ce magasin, qui n'était pas à moi, mais j'ai salarié pour le faire tourner, voilà, qui était donc d'équiper les gens qui venaient avec une ordonnance, une paire de lunettes.
Il y avait quand même un côté commercial. Il y avait un côté commercial, tout à fait. Et ça t'attirait, le côté commercial? Je n'ai pas vraiment fait pour ça. Je pense qu'à mon compte, j'aurais peut-être plus mal vécu parce qu'il y a un côté un peu peut-être mercantile dans le commercial quelque part. Alors que là, je le faisais pour le compte d'une entreprise qui était mutualiste, sociale, où en fait le business en lui-même n'était pas la priorité. La priorité, c'était plutôt d'apporter un besoin à des gens, voilà, qui étaient souvent des gens d'ailleurs qui étaient souvent pas les plus argentés, on va dire ça comme ça. Et ça me convenait bien. Voilà, je trouvais bien ma place là-dessus. Il y avait une mission sociale? Voilà, une mission sociale, tout à fait, une éthique, et ça me convenait bien. Ça se rapportait bien à moi à ce niveau-là. Tu te rappelles des premiers clients? Oh, je me rappelle les premiers clients, oui, mais maintenant je pense qu'il y en a beaucoup qui, hélas, sont plus cette bonne vieille terre. Mais non, mais en général, le contact est toujours agréable. En plus, là, c'était quand même plus ou moins en campagne, quand même. Ça crée des liens. Les gens étaient, à l'époque, il y avait un respect du métier. Les gens venaient prendre conseil. Moi, je m'intéressais à eux. Ça se passait bien, je n'avais pas de problème. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'était quand même relativement en circuit fermé, j'ai tout seul, et à un moment donné, j'ai voulu un peu élargir mon horizon, et puis surtout aller dans ce secteur d'activité qui était la contactologie, qui était naissant à l'époque. C'est la deuxième façon de corriger un défaut oculaire, hein. Il y avait les lunettes ou la lentille de contact. Le conseil d'administration à l'époque qui gère cette entité Mutualité de l'Inde, qui n'existe plus, qui a fusionné aujourd'hui, à ma demande, voilà, a dit c'est pas une mauvaise idée, on va vous donner la possibilité d'ouvrir un centre de contactologie dans le magasin de château, à l'étage, au-dessus, voilà, on a aménagé, débrouillez-vous, aménager une pièce, faire le matériel, et puis voilà, on permet de vous lancer là-dessus. C'est une ouverture, c'était une belle marque de confiance aussi qu'on m'a faite par rapport à ça, et j'ai lancé ça. Et ça m'a très intéressé parce qu'en fait, moi, c'était une relation là privilégiée avec un client qui venait, qui avait un besoin. À l'époque, c'est le début, donc c'est vraiment de l'adaptation, ce qu'on appelle, je dirais, sur mesure quasiment. Cette relation, on se voyait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce qu'il y avait une première phase qui était la prise de contact pour voir les éléments objectifs et subjectifs du besoin qui existait, pourquoi faire, comment, la nature de l'œil, la réfraction, la correction visuelle, et puis derrière, on déroulait une adaptation avec des essais, voilà, sur 4 heures, sur 8 heures, et les gens venaient le matin, ils revenaient l'après-midi, voilà. Puis après, c'était un essai sur plus longtemps, 3 semaines, concrétisé pour l'achat définitif, et après, il y avait un suivi. Donc, il y avait multi-rencontres, on crée un lien avec chaque personne, et c'était intéressant, c'est qu'on s'immisçait même quelquefois dans la vie des gens, entre guillemets, dans ces échanges-là. Il y avait ce côté encore social, et ce côté rapport humain, voilà, et ça, c'était très intéressant. Et côté aussi, bien sûr, capacité de permettre à des gens qui souvent avaient quelques complexes, à des lunettes à fort vert épais à l'époque, et voilà, qui n'étaient pas bien dans leur peau par rapport à ça, de libérer, de leur donner une vision plus large, un champ visuel plus large, une vision plus précise, et un esthétisme qui allait avec. Donc il y avait vraiment un service rendu dont les gens appréciaient, et on le sentait, quoi. Donc c'est valorisant quelque part, c'était satisfaisant du moins. Cette façon d'être utile, c'était important? Ouais, je pense que pour moi être utile c'est important. Pas indispensable, parce qu'il y en a plein les cimetières, mais utile. Et donc comment tu gravis les échelons pour devenir manager? Je crois que c'est l'envie toujours d'avancer, l'envie de découvrir, et l'envie de faire ce que tu as envie de faire. Alors, dans les premiers métiers, dans les 2 phases qu'on a explicitées avant, j'étais seul, en fait, moi-même. Donc, je m'autogérais. Et puis après, quand tu veux passer à autre chose, soit tu es dans un groupe et tu subis, tu es avec le groupe, mais tu n'entraînes pas le groupe, soit tu prends la direction du groupe. Et moi, j'ai toujours été dans la phase plutôt d'être la personne qui mène le groupe. Voilà, ça fait partie de moi. Je suis né au mois d'août, je suis un lion. Peut-être que c'est ça, je sais pas, un vrai lion. Donc c'est toujours eu ça en moi, quoi. Envie, j'aime bien, quand on se trouve, j'aime bien quelque part être un peu leader, quoi. Voilà, faut le dire. Et puis c'est pas une tare, il n'y a pas un honte, hein, c'est comme ça. Donc ce qui a fait à un moment donné, quand j'ai fait la contacto, j'en ai fait 8 ans. J'ai fait dans les années 82, 90. Alors après c'était mieux, j'ai eu une lassitude. Alors une lassitude pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que ça se pratique dans une pièce, fermée, avec une ouverture souvent qui est obstruée, parce que quand tu examines un œil avec les différents produits, lampes à fente, tu prends des mesures, faut être dans le noir pour pas avoir de reflets, donc tu travailles beaucoup dans le noir. Après, c'est une relation, donc, je dirais, de personne à personne, sur rendez-vous, toute la journée, donc il y a une usure qui se crée, voilà. Et à un moment donné, j'ai eu envie de sortir et de vivre plus avec d'autres gens du métier. Donc, c'est ce que j'ai fait en prenant la direction du magasin lui-même, de Château. Après, en prenant la direction de Dissoudun par autre conséquence, puis c'était rattaché. On a ouvert un magasin à La Châtre, au Blanc, à Argenton, chez Leclerc Cap Sud. C'était le dernier avant que je parte. Voilà. Donc, après, j'ai pris en charge l'audioprothèse de l'ensemble du département de l'Indre. Parce qu'en fait, j'avais envie d'évoluer, j'avais envie
de mettre des choses en place, d'avancer. J'avais des idées et voilà, il faut être manager, il faut être en tête de ligne pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, quoi. Voilà, clairement. Donc, et puis j'aime bien être avec les gens, j'aime bien diriger. J'aime bien aussi écouter. Hein. La diriger ne veut pas dire imposer comme si tu connaissais tout sur tout et que tu avais la réponse à tout. C'est pas ça. Diriger, c'est être capable de donner la bonne direction, d'être un bon capitaine, mais par rapport à ça, c'est d'écouter, voilà, de comprendre, de mettre la barre là où il faut en fonction des éléments des gens qui t'accompagnent dans une expérience, un projet par rapport à un travail. Après, comme on dit souvent, il faut un patron qui décide. Et ça ne changera pas. On ne peut pas être 36 000 décideurs. Et là, à un moment donné, il doit décider, il doit trancher. Et en fin de carrière, il y a combien de personnes qui sont rattachées ? Alors après, quand j'ai eu l'Inde, il y a eu le jeu des fusions des entreprises. La mutualité de l'Inde a fusionné avec la mutualité d'Indre-et-Loire, qui après a fusionné avec le Cher, qui a fusionné après avec Loire-et-Cher. Voilà, aujourd'hui, ils se sont rendus avec l'ensemble de la région, ce que j'avais initié avant de partir. Et au gré de ces fusions, moi, quand on a fusionné avec l'Indre-et-Loire, je suis devenu le patron, entre guillemets, de l'ensemble de l'optique et de l'audioprothèse de ces deux départements. Puis ensuite, quand on a racheté le Cher, j'ai eu le Cher, d'accord, voilà. Et puis à un moment donné, alors est-ce que parce que c'est mon tempérament, est-ce que c'est parce que aussi dans l'entreprise, ils ont vu en moi quelqu'un qui donnait beaucoup, certainement, parce que j'ai beaucoup donné, c'est vrai, répondre toujours présent, voilà, et puis je suis quand même montré que j'ai pu amener des projets à bon port, en général, même si tout n'a pas été parfait. On m'a proposé de prendre une direction plus haute pour venir jusqu'à directeur général adjoint, pour finir mes 10 dernières années, enfin 9, directeur général d'une entreprise en fait qui traitait après non plus que de l'optique et de l'audio, que de l'optique qui était mon métier de base, mais qui traitait à la fois de la gestion en mutualité, qui passait de l'optique à l'audio, au dentaire, aux pharmacies, aux maisons de retraite, aux crèches, au monde du handicap, psychique, moteur, au sanitaire, voilà, au logement foyer. Donc, les derniers meilleurs, tout ça. Donc, on avait, quand j'étais en poste de directeur général, il y avait 100 adresses, 100 sites sur les 4 départements, 100 endroits où on était présent et qu'on rendait un service. Et il y avait environ peu ou prou 1500 salariés. Alors, voilà, donc c'était quand même, j'avais franchi quelques étapes quand même. Quelques étapes, oui. Avec, bien sûr, un staff de 4 directions qui était avec moi, qui avait la compétence dans les différents métiers que je viens de te citer. Mais c'était une période très enrichissante parce que j'ai pu connaître plein de choses que je ne connaissais pas, découvrir plein de métiers, même si je n'ai pas été au fond du métier, dans l'exercice du métier, évidemment. Mais c'est pas ce qu'on me demandait non plus. Pas ce qu'on me demandait non plus, dans la gestion. Des contacts, évidemment, parce que dans ces métiers-là, souvent on est en contact des partenaires pour mettre en place ces services. Les crèches, souvent les mairies, les métropoles, les communes. Pour tout ce qui est le domaine du soin, c'est l'ARS. Voilà. Pour tout ce qui est le domaine des personnes âgées, de l'accompagnement, de l'autonomie, c'est les conseils départementaux. Voilà, donc en fait, mon travail c'était de négocier, d'aller voir, de discuter, de proposer, voilà, d'aller défendre des budgets par rapport à ça, parce que pour tout ça, ça ne fonctionne qu'avec de l'économie et des sous quand même, quelque part. Tout ça géré par un conseil d'administration à qui je vais rendre des comptes, voilà, manager l'équipe pour que ça avance. J'ai pris beaucoup de plaisir, enivrant quelquefois, c'est vrai. Voilà, je pense que, et je l'ai dit d'ailleurs à mon pot de départ quand je suis parti, je l'ai dit. Parce que souvent, les gens se plaignent, et moi, je dis que j'ai eu de la chance. Dans ma vie, j'ai eu de la chance. De la chance d'être en bonne santé, comme je te l'ai dit précédemment. De la chance d'avoir pu évoluer, même si la chance, quelquefois, il faut aller la chercher aussi, bien entendu. Mais bon, quand même, de la chance, qu'on m'ait fait confiance, et de pouvoir avoir un profil de carrière qui m'a permis de vivre intensément chaque moment, en fonction d'une évolution. J'étais bien dans ma peau, et c'est comme ça j'ai pu, en fait, arrêter ma vie professionnelle, prendre ma retraite, serein. Voilà, j'avais accompli, et j'avais pas d'amertume, pas de regret. Et j'ai vu une retraite aujourd'hui, bien que ce n'est pas le mot que j'aimerais employer, mais un temps libre, voilà, d'une façon tout à fait dégagée, et pleine d'activité. Et quand tu dis manager pour faire avancer tes équipes, quel type de manager tu étais avec ces cadres de service ? Alors, peut-être que eux, si tu leur poses la question, on serait plus à même oui, mais ils sont pas là, du coup. De juger que moi. J'ai pas eu, je pense que, d'ailleurs, toi, je suis allé il y a l'année dernière, on m'a invité à un départ en retraite d'un de mes anciens collaborateurs, qui est dans l'informatique. Et c'est bien passé. Je crois que les gens étaient assez contents de me revoir en général, donc ce qui laisse quand même penser. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à attendre de moi, donc voilà, ils n'ont plus besoin d'en faire de trop, comme on pourrait dire. Je crois que j'ai toujours fait confiance aux gens. C'est-à-dire que je suis parti du principe que si les gens étaient là, ou que si moi je les embauchais, parce que j'en ai embauché beaucoup dans ma carrière de personnes, si je les embauche, qu'à un moment donné,
correspondent à ce que je pense pour la mission que leur est confiée l'entreprise, et je leur fais confiance. Sinon, je ne les aurais pas choisis. Et en plus, moi, je n'ai jamais voulu séparer la vie du salarié de sa vie personnelle. Je pense que c'est un faux débat. Alors souvent, on me l'a X fois pointé du doigt, parce que c'est vrai que des fois, j'aurais eu plus tendance à déborder du cadre propre du travail. Mais j'imagine, je suis convaincu, qu'un salarié est bien dans son travail que s'il est bien dans sa vie personnelle, et inversement. Donc, on ne peut pas séparer, c'est pas étanche. On n'a pas à s'immiscer, la liberté de chacun, les gens veulent, ne veulent pas. Mais moi, j'ai toujours été à l'écoute. Et quand je sentais qu'il y avait des choses qui interféraient entre les deux, voilà, je proposais aux personnes d'en parler. Comment tu détectais ça ? Alors ça, je ne vais pas dire moi j'étais, mais j'ai toujours eu cet avantage, c'est que très rapidement, je sais quand les gens arrivent le matin, si ça va ou ça ne va pas. Ils disent pas bonjour de la même façon. Je ne sais pas, voilà, il y a des choses, j'arrive, voilà, j'ai un septième sens, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est vrai que de ce côté-là, je sens les choses, et les gens se confient facilement à moi, même les gens qui ne me connaissent pas. C'est aussi quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que souvent on me dit, c'est incroyable, les gens te disent des choses, voilà, est-ce que voilà, ma boule leur fait qu'ils ont confiance, est-ce que c'est mon approche, je ne sais pas, mais c'est un fait, c'est comme ça, voilà, je ne sais pas, il n'y a pas d'études pour ça, il n'y a rien pour ça, hein, c'est intrinsèque. Mais moi, j'ai toujours travaillé l'humain dans sa globalité. Et ça me permet de pouvoir aider les gens aussi à avancer. Bien souvent, quand on résout l'un ou l'autre des problèmes, quand quelqu'un est mal dans son travail et qu'il explique pourquoi il est mal dans son travail, parce que ça vient de l'extérieur, ou éventuellement que ce qu'il fait là induit quelque chose qui ne va pas sur son extérieur, et on peut y réveiller d'autant plus facilement oui, c'est vrai. Par rapport à ça. Donc voilà, je fais partie de cette sorte de manager. Mais moi, c'est au départ, c'est confiance aux personnes, d'accord, accompagnement, aide. Par contre, respect, loyauté. Autant je peux être bienveillant, très gentil, très tolérant, peut-être même des fois trop tolérant. On m'a aussi reproché ça, d'aller des fois, de ne pas trancher assez rapidement, de laisser plusieurs chances en le disant, une fois, deux fois, trois fois. Par contre, quand j'avais quelqu'un qui manifestement était pas loyal avec l'entreprise ou avec moi-même, la sanction était ferme, définitive, et là, je n'étais plus vraiment tendre. Ça t'est arrivé souvent ? Ça m'est arrivé. Ouais. Moins que dans l'autre sens, et heureusement, mais ça m'est arrivé. Quand il a fallu que je prenne mes responsabilités, je les ai prises. Donc tu as beaucoup embauché, tu nous as dit ? Quand je suis parti dans les fusions, j'ai embauché plus qu'au niveau après des cadres, sur le directeur de tel EHPAD, sur le directeur de tel service, sur le DRH, tout ça. Après, eux-mêmes embauchaient après leurs salariés pour dans chaque service, évidemment. Hein. Et quand tu embauches ces cadres, tu as quelques trucs à nous donner ? Non, ça serait prétentieux. Je n'ai pas de trucs. Je suis beaucoup dans l'écoute. Beaucoup dans l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme tout embauche. Hein. Il y a une mission, il y a un travail, il y a des fonctions, il y a des compétences à avoir. Bon, ça fait partie du CV qu'on peut apporter, entre guillemets, hein, l'expérience que les gens amènent, de leurs compétences, de leurs diplômes. J'écoute beaucoup et j'essaie de trouver de la cohérence dans la personne en face de moi, entre ce qu'elle a fait, sa vie en général, quand elle veut bien se dévoiler un petit peu sa vie, ce qu'elle souhaite faire en entreprise, pourquoi. Et on voit assez rapidement s'il y a des choses qui ne sont pas raccord, c'est des choses où il y a des zones d'ombre, où ça ne colle pas, certains dires par rapport à certains objectifs. Voilà, on voit des choses qui sont en décalage, qui posent question. Donc voilà, on essaie d'approfondir. Ou des fois, les plus pires aussi, la façon dont les gens s'expriment, s'ils y mettent du cœur, de la sincérité, si c'est un petit peu en retrait. Enfin, il y a plein de choses qui permettent Et puis aussi le fait, quand on travaille, quand j'embauche un cadre, que je serai amené avec lui après, donc, à gérer l'entreprise. Puis en fait, c'est dans un collège de direction, entre guillemets. Autant qu'aussi... il y a quand même des choses qui passent, voilà, des affinités, c'est une affinité, voilà, qui existe, sinon ça devient un peu plus compliqué, voilà. Mais rien n'est acquis. Hein. J'ai pensé faire des bonnes embauches qui se sont avérées in fine bien pas bonnes, et j'en ai tiré les conclusions nécessaires. Et quelquefois j'ai eu des embauches que j'ai faites parce qu'à un moment donné on ne trouve pas toujours le marché du travail en fonction de l'offre et de la demande, on n'a pas toujours tout ce que l'on veut, bien entendu. Et des fois, les embauches qui n'étaient pas faites par défaut, mais qui étaient faites avec une conviction plus modérée, on va dire ça comme ça, et qui sont avérées, en fait, voilà, des bonnes embauches quand même. Voilà, et heureusement que je les avais faites par rapport à ça. Et dans cette carrière, quel a été ton plus gros échec ? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris ?
Alors c'est une question difficile. Une question difficile parce que oui, j'ai eu des échecs, je ne peux pas dire le contraire. Je vis les choses assez personnelles, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai, quand c'est sur une embauche comme ça, quand j'ai misé, entre guillemets, sur une personne où je pense que c'est la bonne personne, que je lui fais confiance, que se créent quelques liens pour travailler ensemble, et que je vois qu'in fine, dans l'évolution du temps qui passe et de la prestation, entre guillemets, de la personne embauchée, que ça ne peut pas aller, ce n'est pas du tout ça, et que des fois ça vire vraiment très mal, c'est arrivé, que ça vire très très mal. Alors, à la fois, j'ai un premier sentiment de colère, entre guillemets, envers moi-même, en disant, c'est pas vrai, t'aurais dû voir ça, c'est pas normal, voilà, t'as pas été bon sur ce coup-là. De tristesse aussi, voilà, parce que je pense que pour la personne qui était en face, bah, c'est triste, voilà, d'être dans ces conditions-là. Donc je le vis quand même à travers moi-même. Le détachement que je peux avoir quand je cours, que je prends du recul par rapport à cette situation, qui sont plus détachements par rapport à un ordre, je dirais, de gestion pure et dure de l'entreprise et de son aspect économique. Parce qu'il y a un aspect économique. Ces gens-là, voilà, ils mangent tous les jours, on les paye toute la fin du mois. Donc, le nerf de la guerre, c'est quand même, à un moment donné, le fait d'avoir un budget équilibré qui puisse tenir la route et on puisse fonctionner. Où là, j'arrive à être détaché, parce qu'on est quand c'est des chiffres. Après, on prend les décisions, mais c'est des choses... Voilà, on supprime des lignes, enfin, c'est plus facile, entre guillemets. Dans l'humain, je suis resté quand même, je suis quand même à un côté plus proche et moins détaché, et je peux être plus affecté. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a appris sur les gens, ces échecs de recrutement? Ce sont les égos personnels qui souvent entravent l'entreprise, des égos démesurés, non gérés en tout cas. Chacun a un égo. Chacun a un égo, bien entendu, ça serait dire le contraire, plus ou moins. Mais à un moment donné, l'égo, il peut servir à avancer, il peut être positif. Il doit être maîtrisé, cet égo. Je voudrais qu'on aborde maintenant l'Equiden. C'est notre sujet. Un autre sujet. Alors, tu es le patron de l'Equiden. Dans quelles circonstances tu deviens président? Je deviens président en circonstances toutes belles. C'est qu'il y avait un charmant garçon qui s'appelle Julien, que tu connais bien. Que je connais bien. Voilà, qui est plus jeune, beaucoup plus jeune, parce qu'il a 42 ans cette année. Donc maintenant, ça fait 3 ans que j'ai pris le relais. Donc il avait une petite quarantaine à l'époque. Qui avait pris ce challenge-là, qui l'intéressait, lui, pour des questions justement de gérer des gens, de gérer une association, de voir un peu comment ça se passait par rapport à sa vie professionnelle. Et puis, non, la vie professionnelle, il l'a construit. Et puis, à un moment, le temps, il n'est pas élastique à l'infini, quoi. Donc, il cherchait à se dégager pour pouvoir, lui, avancer, ce qui est bien normal. Puis voilà, je faisais des courses. Quelqu'un d'autre que je connaissais, qui était le secrétaire de l'Equiden, a dit, je connais quelqu'un qui va être en retraite, tu vois, là, ce serait peut-être bien si on pouvait le voir avant. Et puis, il y avait le marathon de Tours que je faisais traditionnellement, comme tous les ans. Voilà, c'était en 2017, c'était en novembre, en septembre, comme à chaque fois. Et puis, il y avait un stand, et puis là, j'ai été les voir, ils m'ont demandé de venir voir, et puis là, ils ont commencé à poser des jalons. Ah, mais il va bientôt être en retraite, mais t'es coureur, tu connais tout ça, machin. Il est malin, Julien. Voilà, et puis après, tiens, on pourrait se revoir, puis on s'est revus, et puis voilà, et puis en décembre, j'avais pas dit non, en disant pas non, j'avais dit oui. En mode conséquence, quand tu fermes pas la porte tout de suite, et que tu laisses un petit passage, vite fait, là, on essaye d'ouvrir la porte plus grand. Puis après, je l'ai fait, alors je l'ai fait. Non pas par peur d'être inactif, j'avais pas de souci à ce niveau-là, mais aussi parce que quand j'étais en activité, je n'étais pas dans un club, je n'étais pas dans l'organisation des courses, et par contre j'étais consommateur de courses, c'est-à-dire que je faisais des semi-marathons, des marathons, des courses à droite, à gauche, dans le département, et donc il y avait bien des gens qui les organisaient pour que je puisse être un des participants de ces courses-là. Donc je dis à un moment donné, tu as profité de l'investissement des autres, qui t'a permis toi de courir, d'accéder à des courses. Voilà, aujourd'hui tu as le temps, allez, renvoie l'ascenseur, donne de ton temps pour que d'autres puissent courir. Voilà, c'était un petit peu ma démarche, c'était mieux de redonner ce que j'avais un peu reçu quelque part. Donc voilà, ce qui m'a fait prendre l'Equiden. J'en suis fort content, voilà, et avec une équipe très sympa, voilà, 17 personnes, voilà, qui sont très investies, très dévouées, qui mettent tout leur cœur. C'est amical, c'est bon enfant, c'est sympa, même si c'est difficile, de plus en plus difficile. Mais c'est voilà comment on devient président par rapport à ça. Voilà. Pour faire le lien entre les deux, est-ce qu'il y a des enseignements de ta vie professionnelle qui te servent aujourd'hui? Oui. De toute façon, toute partie de ta vie te sert. Il n'y a rien dans ta vie qui ne te sert jamais. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu fais, voilà, à un moment donné, ça influe, ta construction, ça influe dans ta vie. Donc, voilà, et quelque part, c'est ce qui fait que tu es ce que tu es. Donc oui. Alors, sauf que
je me suis dit, attention Soudi, fais pas l'erreur, tu n'es pas dans une entreprise. Ce n'est pas du management d'entreprise. Ce sont des bénévoles, c'est une association. Le management est si différent? Oui, bien sûr, il est différent. Il est différent, in fine, c'est toujours un projet à mettre en place et à réussir, avec des tâches à partager, avec des responsabilités de chacun, d'accord, et des décisions à prendre à un moment donné par le président, puisque c'est lui à un moment donné qui va signer, qui va prendre des décisions, d'accord. Mais elles se font différemment dans le sens où ça doit être beaucoup plus, au moins dans la forme, c'était mieux, c'est beaucoup plus, tu ne peux pas obliger. Voilà, il faut que tu amènes les choses pour que les gens d'eux-mêmes se mettent en position de faire. En entreprise, ça serait une bonne solution d'avoir cette méthode-là. Sauf qu'elle peut être un peu plus longue que des fois, à un moment donné, d'être plus directif. Mais à un moment donné, dans une entreprise, il y a une hiérarchie qui se crée par le fait qu'un employeur paye un salarié, entre guillemets, d'accord, pour un travail, pour une mission. Donc, quelque part, le salarié est un certain nombre d'heures à disposition de l'employeur pour une mission. Ce n'est pas le cas dans le bénévolat. D'accord ? La personne vient parce qu'elle a envie de le faire, mais du jour au lendemain, elle peut se retirer sans aucune autre forme de procès. C'est bien comme ça. Donc, je pense qu'il faut être plus dans l'encouragement de l'investissement que dans, je dirais, un management plus directif, voire quelquefois négatif. Quoi. Voilà, ce qui n'est pas... Mais c'est autre chose. Mais voilà, il faut perdre quelques réflexes qui pourraient des fois... Quand des choses ne se passent pas comme on aimerait, quand on est un peu par là, on pourrait dire là, non, puis dire tu vois là, regarde, j'aimerais bien mettre plus de rondeur, plus de forme, plus de choses. Mais c'est aussi ce qui permet de mieux vivre ensemble, donc c'est pas négatif. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu as pris la direction de l'Equiden ? Ce qui m'a étonné, que c'était quand même une machine importante, puisque c'est quand même c'est une belle manifestation qui est mise en place, et elle est faite par un groupe qui est donc déjà ancien, avec des personnes qui ont une expérience de vie importante, on va dire qu'ils sont âgés, et que ma foi, c'est étonnant de voir que dans l'évolution du monde actuel, avec tout ce qui se passe, d'arriver quand même à tenir quand même la route. À solidifier. À solidifier ça. Donc, et puis, les choses changent, l'inscription par Internet, il y a plein de choses qui évoluent, qui ne sont pas toujours dans ce qu'a été la vie de ces gens-là au préalable, auparavant. Donc, non, on n'est plus, je crois, dans le bénévolat aujourd'hui one shot, c'est-à-dire que les gens s'engagent plus facilement pour un moment donné, sur un temps donné, pour aider, mais ne sont pas dans les engagements à long terme. Voilà, à long terme. Il y en a qui l'aiment, même si pour les personnes extérieures, c'est un dimanche du mois de novembre. En fait, l'engagement des gens qui participent à l'organisation, c'est de avril jusqu'à fin novembre, le temps de débriefer. Il y a décembre, janvier, février, qui est 3 mois, 4 mois, qui est plus calme là, et après on redémarre les partenaires, les machins, tout, on les demande, on organise tout en amont pour arriver le jour 2 et puis pour débriefer et finir après. Donc c'est un engagement qui est sur, Alors, un engagement qui est une réunion Là, on faisait des réunions tous les 15 jours, là, depuis septembre. Avant, c'est des réunions tous les mois qu'on a en gros par rapport à ça. Et le jour de la manifestation, tu as combien de bénévoles ? Le jour de la manifestation, il y aura 150 bénévoles. Il y aura environ 130 personnes en plus des 17 du comité d'organisation. Donc, bon an, mal an, environ 150 personnes sur le site pour permettre que ça se passe bien en sécurité pour tout le monde, dans la joie et la bonne humeur et la bienveillance. D'accord. Et quand tu arrives, il y a des décisions que tu prends ou tu es plutôt en spectateur et tu dis on va essayer d'accompagner l'ancien Equiden ? Moi, que partout où je vais, je n'arrive pas en disant j'arrive, je me pose, je regarde, j'analyse, j'écoute. Je prends la température, je me fais mon opinion et après, je propose des choses progressivement. Parce que je pense qu'il faut être progressif, on n'arrive pas comme ça, petit à petit pour faire les choses. Et c'est vrai que moi, j'aime bien rationaliser les choses, j'aime bien structurer les choses. Donc, c'est vrai que progressivement, j'ai retourné les statuts, j'ai remis les choses un peu plus d'équerre, entre guillemets, avec des budgets plus précis, où on a une meilleure visibilité, une organisation où les choses sont avec plus d'écrits. Plus de choses qui permettent de suivre. C'est dans l'administratif plutôt ? Oui, parce que le jour de la course, en fait, je ne fais rien. Tous mes collaborateurs bénévoles avec moi sont aguerris sur le site et ils savent chacun leur mission à remplir, les points forts,
les points faibles à surveiller, enfin tout ça c'est rodé. Moi, je vais pas essayer de faire mieux qu'eux, c'est pas mon intention quoi, voilà, par rapport à ça. Moi ce que j'ai fait surtout c'est mieux organiser en amont pour qu'on court moins à la dernière minute, mieux anticiper les choses, voilà, être plus proche des partenaires parce qu'on a besoin des partenaires pour vivre, donc être en plus d'égard avec eux, passer plus de temps en échanges, qu'ils soient institutionnels ou privés. Prévoir les choses, tout ce qui est partie commerciale, promotionnelle, voilà, les choses comme ça qui sont moins travail à l'arrache, on va dire. Ouais. Voilà. Et quel est ton objectif principal? C'est le nombre de coureurs, l'ambiance, la rentabilité? Un cocktail de l'ensemble. Nous, notre seul intérêt, c'est de pouvoir réaliser une manifestation qui plaît aux gens, qui plaît aux coureurs, où si on a un intérêt. Si les gens n'ont pas intérêt à venir courir un équilène en groupe, en relais, en équipe, pour s'amuser, pour concourir, pour se comparer à d'autres, pour être dans un challenge quelque part, avec soi-même, dans son équipe et vis-à-vis d'autres, par rapport à inter-entreprise, challenge assos, challenge ce que tu veux, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que les gens soient heureux, soient bien, aient envie de le faire. C'est-à-dire que si demain, on est sur la base de 350 équipes en moyenne, d'accord, on est monté une fois au plus haut à 380. Mais je pense que notre vitesse de croisière, c'est entre 300 et 350 équipes sur Châteauroux et dans l'Indre. Ce qui fait quand même peu au prou 2000 à 2100 coureurs quand même qu'il faut trouver, d'accord. Si demain on n'a plus que 150, il faut se dire qu'à un moment donné, les gens ne sont plus intéressés. Quel intérêt pour nous de faire la chose qui n'intéresse plus les gens? Donc, ce serait donc un élément négatif. Donc, il faut se poser la question. Évidemment que si on n'a pas demain des partenaires, si privés qui nous aident, si on n'a pas les institutionnels que sont Château Métropole, le département ou la région, convaincus que la manifestation qui fait vivre un dimanche matin à Châteauroux, dans le côté festif, voilà, où ça vit, où les gens sont bien, donc donner de l'attractivité et de l'activité à Châteauroux, ne sont pas convaincus de ça, et donc n'apportent pas l'obol nécessaire au budget pour le faire vivre, parce qu'après, si on n'a pas cet argent-là, des partenaires privés ou institutionnels, c'est le coureur qui devra payer. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas dans la perspective de faire payer un prix fort au coureur, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est que le coureur paye le minimum. C'est-à-dire qu'en fait, entre des produits, des dépenses fixes dans lesquelles on ne peut pas limiter, parce que tout ce qui est sécurité, tout ce qui est, je dirais, tout ce qui est informatique pour le chronométrage, tout ce qui est après en termes de récompenses, tout ça, des choses, des dépenses qui sont incompressibles, on va dire ça comme ça, et elles sont importantes, elles sont importantes ces dépenses. Derrière, il faut de l'argent, d'accord, et on ne peut pas faire payer les coureurs. Sinon, nous, on fait payer aux coureurs que la différence entre le montant des dépenses et les produits générés par les institutionnels, partenaires, et le privé. Il reste un delta. Ce delta-là sont les engagements des coureurs. Mais c'est sur cette base-là, par rapport à une moyenne anticipée, on va avoir 2100 coureurs, 350 équipes, à 10 € par coureur, ça fait tant. Ça, plus ça correspond à mes dépenses. Voilà. C'est ça on travaille comme ça. En fait, le budget est fait à zéro. Quel est le plus gros poste de dépense? Les récompenses, donc tout ce que l'on met dans les sacs des coureurs, donc les t-shirts, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc ça c'est un gros poste de dépense. Il y a des t-shirts techniques qui sont de qualité. On veut que les coureurs aient un produit de qualité, ça n'a pas d'intérêt. Tout ce qui est animation vidéo sur le site, avec les grands écrans, avec les caméras qui suivent les coureurs, qu'ils arrivent pour les relais. Donc ça c'est un poste. Sonorisation, c'est un poste assez important. Un autre poste important, c'est tout ce qui est le secours pour la sécurité des coureurs. Donc aussi bien là on prend nous la SNSM pour nous aider, donc c'est un coût important. La sécurité aussi, Vigipirate, protocole sanitaire, tout ça, ça a un coût bien sûr, parce qu'il faut une entreprise spécialisée. Donc ce sera Totem pour nous qui sera présente, voilà, donc c'est un coût. C'est pas dit que le coût était prohibitif, il y a un rapport, mais bon voilà, mais on prend des gens un certain nombre d'heures, c'est un coût, quoi, voilà, par rapport à ça. Après, il y a des coûts fixes, assurer l'épreuve, voilà, c'est un billet de 1000 €, quoi. Ça paraît pas, mais ça va vite, quoi. Donc il y a des coûts comme ça qui sont importants. Après, il y a le coût de tout ce qui est le chronométrage. Parce que c'est bien beau d'avoir 6 relayeurs, chacun à leur temps, le truc final, tout, mais tout ça, c'est de l'outil informatique, c'est des gens qui sont là, on paye pour venir, pour faire ça. Puis après, plein de dépenses qui viennent se greffer et qui, en additionnant ceci, plus ceci, plus ceci, plus cela, fait évidemment un coût. Il y a un ravitaillement aussi que l'on paye aux coureurs. Alors cette année, il n'y aura pas la paella, comme on l'a indiqué, parce que le sanitaire était un peu compliqué au moment où on a pris les décisions, donc juste au mois de juin, pour anticiper si vraiment ça serait bon pour le mois de novembre. Donc on a fait l'impasse, on a baissé de 4 € notre inscription. De 14, on est passé à 10, on a retiré le coût réel de ce que ça représentait. Tout à l'heure, tu parlais de partenaires privés. Oui. Est-ce que c'est dur aujourd'hui de trouver des sponsors? Oui, c'est dur. Heureusement, les sponsors sont assez fidèles.
Mhm. Et donc ceux que j'ai trouvés quand je suis arrivé, il y en a 2 qui sont partis, 3 aujourd'hui. On a réussi à recombler, moins 1, enfin à recombler que 2 sur les 3. Par ailleurs, moi j'ai fait des démarches en printemps, un peu après le printemps, quand on a vu que l'horizon s'éclaircissait un peu d'un point de vue sanitaire et que ça avait un peu de sens d'aller voir les gens pour leur demander de faire une manifestation, parce qu'avant ça n'a pas eu bon de sens. Ben voilà. J'ai planté quelques jalons sur des non connus sur Château, avec des enseignes, qu'elles soient locales ou à échelle régionale, voire même nationale, implanté en Inde. J'ai envoyé quelques dossiers et à ce jour, je n'ai eu aucun retour positif, même reprise de contact. Alors, je les oublie pas, je pense que je reviendrai les voir. Mais c'est pour te dire quand même que c'est pas, voilà, il n'y a pas un engouement, il n'y a pas, quand tu frappes aux portes, que je veux dire, bah oui, c'est quand même pas mal, on va essayer de vous aider. Voilà, c'est pas si facile que ça. Mais je comprends aussi que dans la période actuelle, bon, il y a d'autres soucis prioritaires, que l'Équidène, c'est une belle manifestation, c'est sympa, ça fait plaisir, ça fait partie de la vie sociale, ça a son importance, mais ça que son importance au niveau qu'on veut lui donner, et que ça n'a aucune commune mesure entre une épidémie qui a pu exister, un problème d'emploi, un problème social, voilà, etc. Il faut être raisonnable. Hein, Tu communiques ces éléments à ton équipe ? Oui. Tout le temps. Oui, le discours que j'ai là, Ouais, tu l'as avec les équipes. Ah oui, absolument. C'est pas un discours de circonstance, c'est mon discours global. Si tu devais refaire quelque chose, si je devais refaire les études aujourd'hui, hormis que le fait que voilà, le métier contact de l'animal est toujours quelque chose qui m'aurait très intéressé par cette nature qui est en moi, hein, donc j'aime l'animal. J'aurais, je pense, faire des études qui auraient été plus soit dans le style Sciences Po, par exemple, c'est sur une culture générale, sociale, économique, politique. Je suis intéressé par ça beaucoup, même si je n'ai pas participé, je suis très intéressé par ça, pour après être peut-être plus rapidement dans une posture, soit dans de l'institutionnel, soit dans le privé, sur des projets à mener, sur des études à faire, sur de la réflexion, enfin voilà, de l'analyse, des choses comme ça, parce que j'aime ça, quoi. J'aime bien être en public. Autant j'étais très timide. Ouais, les gens ont peine à le croire, j'étais très timide, très renfermé étant jeune. Dû à mon adolescence, dû à l'éducation, ouais. Voilà, où j'ai peiné à ouvrir mes ailes, vraiment, vraiment. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais pas 30 ans, quand j'étais avec des gens que je devais parler en public, je transpirais avant d'y aller. J'étais mal à l'aise, j'étais fébrile. Et tu as des trucs pour parler en public ? Alors j'ai pas de truc, c'est-à-dire que je me suis toujours dit, c'est compliqué, t'es pas à l'aise, mais il faut que tu le fasses quand même. Parce que c'est en le faisant que tu dompteras ce qui pose un problème. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire toujours se dépasser, aller plus loin, parce que reculer, c'est remettre une couche entre guillemets, c'est admettre que ça va pas, et c'est amplifier le problème. D'accord ? Donc moi, voilà, on se bouge aux fesses, je vais rester politiquement correct, on se bouge les fesses, on se bouge aux fesses, on se fait avancer. Voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. C'est mieux à un moment donné, il ne faut pas attendre tous les autres, il ne faut pas attendre toute la société. Il faut se prendre en main, il faut prendre en charge, et il faut se faire violence quelquefois. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Donc ça a été comme ça, et puis après, j'ai évolué, et puis j'ai fini les 10 dernières années, j'étais devant X centaines de salariés, le conseil d'administration, je prenais mes notes, j'y allais, des fois je n'avais même pas de notes, j'allais comme ça en freelance, et puis j'avais pas de problème, et j'étais bien, et j'y prenais du plaisir. Tu vois, comme quoi, c'est antinomique. Rien n'est perdu, tout s'apprend, tout se cultive. La volonté, c'est important. Et il n'y a pas dans le domaine extra-professionnel des choses que tu aurais voulu faire, je sais pas moi, la peinture, la musique ? Je suis un très, très mauvais dans tout ce qui est domaine de l'art. Je sais à peine écrire, tenir un stylo proprement, j'écris comme un cochon. D'accord. Peindre ou dessiner, j'en parle même pas. De la musique, je m'y suis essayé. Tu sais, j'ai eu 55, les années post-Woodstock, tout ça, j'ai connu, la guitare, le machin, donc j'avais ma guitare, je m'y suis mis. T'étais un yéyé ? Je n'étais pas un yéyé, j'étais plutôt un peace and love. J'aime bien la musique, j'ai une oreille, j'écoute bien, j'apprécie les sons, mais par contre, j'ai aucune oreille musicale quand je joue, je suis nul, mais de chez nul, quoi. C'est épouvantable. Donc j'ai peu de connaissances dans l'art, je lis peu. Grande dame de ma femme qui, elle, plutôt a passion pour la littérature, pour la peinture, pour les arts. Là, elle fait de l'art contemporain, voilà, prend des cours, voilà, elle est très bercée là-dessus. Alors,
je l'accompagne dans des expos quand même, hein, je fais des efforts, hein, quand même, je suis pas plus qu'elle ne fait d'ailleurs dans le sport, je trouve. Mais si t'aimes mieux, mais voilà, mais je suis pas doué. Et si demain je dois aller faire un musée ou aller faire un tour de vélo, ben voilà, mon choix est plus facilement tourné vers le vélo. Mais donc c'est vrai que je suis pas très bon là-dessus. Mais je pense que c'est amateur d'ailleurs, parce que il y a aussi un problème de connaissance, et quand on ne connaît pas, on n'apprécie pas. C'est l'apprentissage qui est important. Est-ce qu'il y a un exploit sportif qui t'a particulièrement touché ? Et c'est vrai que j'ai toujours été, moi, et je le suis toujours, impressionné par la capacité qu'ont les coureurs cyclistes en particulier, voilà, dans l'effort, d'aller au bout de l'effort tel qu'il le faut. Alors après, voilà, on dira que tout n'est pas naturel, dont acte. Après, on peut parler beaucoup de choses. D'ailleurs, on en parle beaucoup quand on n'en connaît pas beaucoup, souvent comme ça d'ailleurs. Quand je vois les étapes comme le montée du Ventoux arriver, voilà, dans les conditions que ça peut se passer, voilà, ou dans les Alpes, dans les grands cols, voilà, quand je vois les uns ou les autres, quels qu'ils soient, parce qu'en plus, j'ai pas un leader, moi, voilà, je roule pas pour. Voilà, c'est pour la beauté de l'exploit sportif, quel qu'il soit, hein, quelle que soit l'équipe. Et ben à chaque fois, ça me fait vibrer à chaque fois, et je regarde pas souvent la télé. Je ne suis pas du tout accro à la télévision, mais c'est vrai que le mois de juillet, je passe quelques après-midi quand même devant la télévision pour regarder la France qui est belle et voir quand même les belles étapes du Tour de France. Et puis dans la course à pied, bah, voilà, j'ai regardé encore le marathon de Paris. Hein, voilà, quand tu cours un peu, que tu vois que ces garçons-là s'enfilent 42 bornes, pratiquement 21 de moyenne, quand tu sais ce que c'est courir déjà à 12, à 13, à 14, à 15... C'est simplement fabuleux. Alors, si, il y a un bel exploit qui a été fait. Alors après, il a été aussi médiatisé, il a été aussi très préparé, mais c'est le fait de tomber en dessous des 2 heures au niveau du marathon, hein, voilà, qui a été dans des conditions particulières. Bon, même quand c'est en course normale et que c'est du 2h02, 2h03, bon là, à Paris, c'était un petit peu plus, évidemment, c'est en dessous de 2h10, 2h04. Mais bon, simplement, pour moi, voilà, je suis admiratif dans la capacité de réaliser de tels exploits. La question rituelle, la dernière question. Le podcast s'appelle Goodberry. Quel est ton endroit préféré dans le Berry ? Et pourquoi ? Je pourrais en dire 2 éventuellement, pas qu'un. Je vais un peu déroger à la règle. La première, c'est la vallée verte à Châteauroux-Belle-Île, parce que bon, j'y vais tous les jours, tous les 2 jours courir. C'est un havre de paix. À la fois d'échanges de rencontres de paix, et dans les temps comme aujourd'hui, où il y a le soleil, un petit peu de nuages, c'est calme, voilà, c'est vraiment très reposant, très agréable, très ressourçant. Donc ça, c'est proche en plus de chez moi, donc ça a l'intérêt. Après, en termes de paysages, j'aime quand même beaucoup les paysages donc plutôt du sud du département, Argenton, la Creuse, où on va faire du vélo, évidemment, c'est le seul endroit où on peut trouver un peu de côte pour se faire plaisir, et vraiment on a des paysages qui sont magnifiques. Qui sont magnifiques. Alors j'aime bien aussi, vers Neuvy-Saint-Sépulcre aussi, on passe sur des endroits le dimanche matin, d'été, un soleil qui pointe, une température douce, pas trop de vent, c'est clément, dans le calme, la nature qui est là. C'est quand tu es un petit peu sur les hauteurs, voilà, et que tu vois les vallons surplombent, c'est quand même des paysages qui sont beaux, variés, de couleurs différentes, avec, je pense que le Berry globalement quand même donne une certaine sagesse, un certain recul, une certaine sérénité. Voilà, c'est reposant, c'est apaisant. Je pense que on pourrait faire, je sais pas moi, pour ceux qui sont trop énervés, viennent ici, prennent une cure de sagesse peut-être et de repos. Merci pour ces mots poétiques en tout cas. Merci à toi de m'avoir invité. Patrice, on se retrouve à l'Equidane. Écoute, de ce pas, je continue. Moi, je vais essayer de faire un temps. Hein. Je te promets rien, mais... J'espère bien. Non, mais en tout cas, viens t'y amuser, viens courir, viens participer avec ton équipe. Et puis voilà. Avec plaisir. Merci Patrice. Salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation inspirante vous a plu et qu'il vous aura donné envie de chausser les baskets. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les liens des sujets évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook de Goodberry Podcast et des photos et citations sur l'Instagram du même nom. N'hésitez pas à me faire un retour par Messenger ou par mail, je suis preneur de toutes les remarques ou d'idées d'invités. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous.